Bonjour, bienvenue sur CNET. Best of du CES, jour 2. Bonjour les gars. Bonjour JP. Bonjour Jean-Philippe. Pas trop fatigué? Non, ça va. Bon. Aujourd'hui, on va parler de photos et de tablettes. On va faire un peu le débrief de tout ce qu'on a vu. Le salon a ouvert cette nuit. Donc là, ça y est, on commence un peu à y voir un peu plus clair. On commence avec toi pour la photo, Daniel. Oui. Les grosses tendances, connectivité. C'est ça, voilà. Les grosses tendances qui se dégagent pour ce début d'année au niveau de la photo, c'est la connectivité des appareils photo en Wi-Fi. Alors pour différents usages, soit pour partager ces photos directement sur les réseaux sociaux via un smartphone et sa connexion 3G, ou une connexion avec un smartphone ou une tablette en Wi-Fi pour contrôler à distance les appareils, visualiser les photos, les images, rapatrier les photos. On a vu du Dropbox intégré. Ça c'est sur sur les appareils photo Samsung. Voilà. Plus. De plus en plus, ça y est, l'appareil photo se connecte nativement, c'est pas mal. Et puis l'autre tendance qui se dégage, c'est la montée en qualitative, je dirais, des appareils photo. Il y a de plus en plus d'appareils photo experts. On revient au fondamental. Et puis pour rentrer un petit peu dans un contexte un peu économique, c'est là où il y a de l'argent à aller chercher pour les constructeurs. On peut marger. Donc, et comme apparemment les utilisateurs et les photographes sont prêts à mettre un peu plus cher pour avoir des photos de meilleure qualité, il y a un beau secteur qui se développe et quelques annonces intéressantes à ce niveau-là. C'était le débat qu'on avait pendant les vidéos de Shopping Noël, ou smartphone haut de gamme, appareil photo bas de gamme. Bon, au moins, si on achète un appareil photo, on sait pourquoi. Un compact expert, par exemple, là, ça fait vraiment la différence, quoi. Donc, qu'est-ce qui a retenu ton attention au milieu de je ne sais combien d'appareils photo qui sont sortis? Tous les constructeurs ont annoncé leur appareil photo un petit peu avant l'ouverture officielle du salon. Donc, il y avait peu de surprises. Je ne les ai pas comptés, mais il doit y avoir bien une cinquantaine d'appareils photo annoncés. Oui, ça a l'air fatigué. Dans cette amas, j'en ai retenu quelques-uns. Chez Panasonic, en fait, c'est pas forcément un appareil photo qui a retenu mon attention, mais un petit caméscope, une caméra, une action cam, les petites caméras sportives à la GoPro. Panasonic nous livre sa vision du concept et en fait il fait un produit en deux parties, un bloc central qu'on fixe sur le bras avec un brassard et un module optique déporté que l'on peut fixer sur un serre-tête. Un mix de GoPro et de Google Glass. C'est bien. Oui, il y a d'autres moyens de la fixer, ça c'est le moyen qui est livré. Cela dit, le concept n'est pas bête. Et surtout, donc il est Wi-Fi. Et il propose en fait le live streaming via une connexion toujours avec un smartphone 3G qui permet en fait de diffuser en direct ce qu'on filme. Donc c'est compris dans le package. C'est malin même. Et puis il y a ce contrôle à distance où avec une tablette ou un smartphone, on peut déclencher l'enregistrement et on a un retour vidéo sur la tablette de ce qu'on filme. Moi, je trouve ça plutôt astucieux. Et c'est une tendance en fait qui se généralise sur les caméscopes et les appareils photo. Les autres appareils qui m'ont retenu, chez Fujifilm, il y a les appareils experts, les X100S et X20. C'est du renouvellement de gamme. Le X100S, c'est un compact avec un gros capteur, un format APS-C. Il a remplacé le X100 qui a été lancé il y a 2 ans. Il commence à un peu vieillir quand même. Oui. Et qui est bien, c'est qu'apparemment l'autofocus a été amélioré parce qu'il exploite une technologie hybride qui mélange à la fois, attention un peu technique, la détection par contraste. Et de phase. Donc il y en a un qui va vite et l'autre qui est précis. D'accord, donc on a le meilleur des deux mondes. Voilà. Et l'autre c'est le X20, c'est le petit frère, avec un capteur plus petit, c'est pas de la PSC, c'est du 2/3 de pouce. Et on reprend les mêmes technologies, nouveaux processeurs avec une nouvelle technologie. Nouvelle technologie qui promet des images plus précises, plus détaillées. Lui, il a un viseur optique
et sur lequel il vient s'afficher en fait les informations de prise de vue en surbrillance verte, et je suis assez curieux de voir ce que ça donne en vrai. Et en termes de prix, on est à combien à peu près sur les deux? Le X100, il est annoncé à 1000 €, et le X20, moitié, 520. Normal, c'est dans les prix quoi, du marché. Sinon, il y a Canon qui sort un petit peu du lot avec un petit appareil compact Wi-Fi, donc connecté. Ça fait un peu de bruit ça, ouais. Le PowerShot M, c'est un format pas tout à fait carré, mais presque, avec un écran tactile, un écran articulé, mais pas à 180, du coup on ne peut pas faire d'autoportrait, c'est un petit peu dommage. Et très dépouillé au niveau des boutons. Ah oui, ça, pour le coup. Il y a deux bagues, une pour contrôler en fait le zoom et l'autre pour déclencher. Des opérations qu'on peut faire aussi via l'écran tactile, et qui est dédié un peu au partage sur les réseaux sociaux, toujours en passant par une connexion à son smartphone. Et on dirait un appareil qui a été conçu pour venir attaquer les capacités photo des smartphones, justement. Ouais. Avec un objet sympa. Un peu rigolo et dépouillé. Voilà. En gros, on est dans le concept du point and shoot un peu amélioré, quoi. C'est ça. C'est pas bête, cela dit. On verra l'usage, quoi. Et sinon, il y a Pentax qui lance son premier appareil photo expert, la NX1. Ah, ils vont tranquillement, ils sont là. Et puis Nikon qui renouvelle une partie de sa gamme hybride Nikon 1 avec l'entrée de gamme et moyen de gamme. Il y a le J3 qui remplace le J2 déjà, puisqu'il a été annoncé en août, donc c'est assez rapide. Ouais. Et une création, le S1, qui n'existait pas du tout au catalogue et qui lui vient vraiment du coup en entrée de gamme. Et du coup, le J3 monte un petit peu. Et par contre, la série J reste au même prix. La série J, oui, globalement, c'est du peu cher, 600. Et du coup, le S Le S, il est autour de, je vais pas dire de bêtises, autour des 400-500 €. Donc, globalement, c'est ce que j'ai retenu. Puis bon, après, il y a tous les renouvellements de gamme, des bridges, des compacts, des appareils robustes. Il y en a pour tous les goûts. Ça, on fera le panégyrique ensuite. Bon, c'est tout pour toi, Dan? Là, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'est pas mal déjà. On va passer aux tablettes, parce que forcément, là, il y a eu du bruit. Alors, il n'y a pas que de la photo, même si, effectivement, c'est vrai que le CES, c'est quand même un salon photo-vidéo. Il y a eu de la tablette, effectivement. Alors là, il y a quoi faire. Bon, oui, alors moi, on va pas faire tout, parce qu'il y en a quand même eu beaucoup entre les constructeurs installés, les no-name chinois. On va essayer de dégager les grosses tendances. En gros, c'est la guerre dans le pas cher. Voilà. Et 2, on essaye de se démarquer. Alors, il y a, on va dire 3, 4, je vais mettre 3-4 focus. Bon, déjà, il faut rappeler les tendances qu'on avait identifiées en 2012. On va les retrouver fin 2012, pardon. On va les retrouver en 2013. Donc, il n'y a pas vraiment de grosses surprises. Tu l'as dit, c'est une distinction prix-performance. Je mets le minimum pour avoir une expérience et un usage le plus confortable possible. C'est la conséquence du Nexus 7. Exactement, l'effet Nexus 7. Clairement. Une question, le Nexus 7 avait placé la barre à 199 €. Oui. Le tarif reste le même, il a baissé, non, pour le moment, on reste sur la même grille tarifaire. Effectivement, tu sais, on évoque avec insistance un Nexus 7 encore moins cher, un Nexus 7 ou autre, parce que ça peut être aussi un Asus, mais pour le moment, rien n'a été officiellement dévoilé. Donc, je ne parlais pas spécifiquement du Nexus, je parlais dans le domaine des tablettes, la 7 pouces, le tarif maintenant. Maintenant, alors c'est bien, tu me tends une perche, parce que maintenant, si tu veux, la 7 pouces, tu en trouves comme cadeau avec un abonnement au Nouvel Obs ou au Figaro. Donc ça veut bien dire que le format s'est vraiment banalisé. Là, on est quand même sur des formats qui sont TN, on a des écrans TN qui ne sont pas vraiment de grande qualité, des produits chinois pas terribles, sur quelque chose de très qualitatif, en tout cas qui commence à être intéressant. On a des choses chez Acer, justement, qui a présenté son Iconia Tab B1 qui a bien plu, à 120 €. Donc le prix commence à être vraiment très intéressant. Juste encore un bémol, c'est pas trop sur la config, ça va être sur l'écran puisque c'est encore un écran TN. Ça coûte cher les écrans. Ouais, c'est le principal poste de dépense sur une tablette. Ceci étant, un écran TN, moi je suis pas du tout fan, même s'il y a plusieurs niveaux de qualité. C'est quoi le principal défaut des écrans TN ? Les écrans TN, c'est un manque, si tu veux, c'est l'angle de vision qui est déjà pas terrible par rapport à un IPS, ça c'est évident. C'est vrai que quand tu utilises une tablette, surtout quand tu joues par exemple, si tu vois plus rien en la tournant comme ça, c'est pas terrible. Et puis il y a aussi un problème de contraste, tu le sais, problème de luminosité. Voilà, l'IPS devient un standard, c'est de moins en moins cher.
Bon, c'est le minimum. Donc là, on est quand même sur un épiphénomène sur la tablette d'Acer à 119 €. Donc, je termine juste sur mes 3 catégories, parce que c'est ce que je voulais dire quand même. Le prix, on en a parlé. Ouais. La distinction par la techno et la typique, puisque voilà, maintenant le segment il est quand même très uniformisé, donc il faut se différencier. Et une distinction par le format. L'hybridation, essentiellement, on va y venir. Bon, le prix, c'est fait, on en a parlé avec l'Acer. Alcatel va y aller aussi. Donc, au niveau des prix, c'est 180 $ chez Alcatel. On est toujours maintenant dans les mêmes zones. Entre 150 et 200 €. Ouais. Exactement. En dessous, maintenant, ça sera à moins de 100 €. On n'y va pas et c'est du no-name chinois. Il faut vraiment pas y aller. Maintenant, voilà, le prix de... ou y aller en connaissance de cause. Non, faut pas y aller. Le ticket d'entrée maintenant c'est 150-200 €, c'est établi. La distinction par la techno et la typique. Donc on a vu quelque chose d'assez rigolo au CES. On a parlé de 4K, d'Ultra HD, de Quad HD. De Quad HD. Ils sont un peu pliés avant le tournage sur les histoires de 4K. Mais il faut dire Quad HD ou Ultra HD. On en reviendra. On recommence pas. C'est pas le sujet. On fera un truc spécial là-dessus. Panasonic a présenté, alors bon, c'est un peu une vitrine techno, mais une tablette 20 pouces. Donc Ultra HD avec un stylet, bon voilà, c'est de la typique, je suis pas sûr qu'ils en vendront. Non mais c'est un peu, bon, c'est rigolo quoi. Rigolo. T'as aussi une 27 pouces chez Lenovo. Ouais. Bon voilà, l'idée c'est aussi de se distinguer, donc t'as le stylet avec Samsung qui avait bien fonctionné sur le Note 1, 2 et le 10 pouces. Là, on retrouve cette logique de stylet sur d'autres terminaux. Moi, j'attends toujours un Pico Projector intégré sur une tablette ou un smartphone. Samsung l'avait fait, des Chinois l'ont fait également sur la tablette. Bon, j'espère que ça va arriver. La 3D n'a pas pris. Là, en tout cas sur la tablette smartphone, on passe maintenant à de la Full HD et plus. Donc, exemple... On travaille l'image. On travaille l'image. iPad Retina avec une définition de malade. La Nexus 10 qui faisait encore mieux. Arcos fait une... Alors ça, c'est vraiment la bonne blague. Arcos fait un iPad Retina-like, mais c'est du copier-coller, quoi. Ça s'appelle le... Alors, il y a 2 versions, la Titanium pour du double cœur et du Platinum HD pour du quad cœur. C'est incroyable, c'est du copier-coller. Ça sent bon le procès. C'est ta minute Montebourg. Ah non, mais ça... Tous les jours, tu vas nous en faire. Non, mais attends, c'est impressionnant. En tout cas, ça coûte 300 cela dit, oui, c'est vrai ça coûte 329 $. Donc, c'est beaucoup moins cher qu'un iPad. Ils n'ont pas encore déposé la définition... Alors, non, la définition... parce que là... La définition, elle est identique à un iPad Retina, ouais. Donc 2048 par 1536 pixels. C'est du 9,7 pouces, comme un iPad Retina. C'est du 4 tiers, comme un iPad Retina. Le blanc, la façade, c'est du beau blanc, là, voilà. Et à l'arrière, on a un beau châssis en aluminium. Franchement, moi j'attends de la recevoir en main, c'est du copier-coller. On verra quand on l'aura, ouais. On verra. En tout cas, que ça coûte 329 $. Et je trouve que bon, la proposition est très intéressante pour Arcos. Ils ont produit un produit qui est, à mon avis, très différent de ce qu'ils proposaient jusqu'à présent. Tu sais si Arcos a déjà annoncé une disponibilité ou pas? Alors pour le moment, la dispo, on la connaît pas. Déjà, le prix, c'est le ticket d'entrée, donc c'est à partir de, donc je suppose que c'est la version Titanium, donc double cœur. La quad cœur, à mon avis, sera un peu plus cher. On n'a pas encore la pré-dispo. Je pense que ça va arriver premier trimestre, parce que voilà, s'il le présente là, c'est que le produit est prêt. Donc distinction par la techno atypique, distinction par l'hybride. Ouais. Alors ça, il y en a toutes les sauces dans tous les sens. Voilà, alors, pas mal. Bon, en même temps, sur toutes les formes. Sur toutes les formes. Sur du Windows 8, c'est vrai que Windows 8 pousse à l'hybridation. De toute façon. Avec son écran tactile, son interface tactile. C'est quand même la tendance lourde depuis 3-4 mois, quoi. Ouais, voilà, depuis fin 2012. Donc on connaissait les transformers book d'Asus. Bon, tous les constructeurs, je ne vais pas les faire tous. Hein. Ouais. Tous les constructeurs ont leur hybride, que ce soit un ultrabook avec un écran escamotable pour être une tablette, ou un netbook. Là, ce qui est intéressant, je trouve, c'est chez Asus aussi, c'est le transformer I/O. Ouais. Donc c'est un all-in-one, donc un ordinateur, on va dire, tactile, et donc il tourne sous une configuration d'ultrabook, c'est un i5 ou un i7, sous Windows 8, écran escamotable de 18 pouces, 18,6 pouces, et à l'intérieur, tu as un Tegra 3 et Android. C'est un beau joujou. Voilà, donc tu peux l'emmener, tu as soit du Tegra avec de l'Android, soit du i5 ou i7 avec du Windows 8. Voilà, tu as le meilleur des deux mondes là, c'est amusant. Il faudra le voir en vrai, mais en tout cas, de ce qu'on en a vu pour le moment, c'est nouveau en tout cas. C'est sexy. Hein. Là, c'est nouveau. Donc, et ils capitalisent sur leur concept de transformer. Il ne faut pas oublier que c'est quand même Asus qui a été l'un des premiers à populariser ce format netbook. Clavier d'un côté, tablette de l'autre. Exactement, il ne faut pas l'oublier. Hein. Microsoft s'est bien inspiré et plein de constructeurs l'ont fait. Et dernière
grosse tendance, mais on est toujours dans la distinction. Juste, je t'écoute. T'as un prix sur l'Asus ou pas? Absolument pas. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas noté, peut-être qu'il y est. Il manque le principal. Mais je ne crois pas que le prix a été communiqué, ou alors je l'ai pas vu. D'accord. On termine donc toujours cette logique de distinction avec le gaming machine. C'est vrai que là aussi on l'a vu. Donc évidemment, Nvidia fait beaucoup de bruit avec son Project Shield. J'ai juste une petite info que j'ai pas dit hier, parce qu'on a parlé beaucoup du Project Shield hier, donc sous Tegra 4, cette manette, tu sais, avec son écran là, qui permet de faire du streaming, de jeux, du cloud gaming. Nous, on avait appelé Nvidia hier et ils nous avaient dit que les jeux qui seront disponibles sur le Tegra Zone, donc le store où tu as les jeux dédiés pour la plateforme Tegra, tous les nouveaux jeux qui arriveront seront optimisés en natif pour du contrôle physique. C'est-à-dire que pour le Project Shield, mais aussi, imagine, tu as ta tablette et tu veux relier ta manette PS3 ou des accessoires qui arrivent, ils seront reconnus en natif. Donc tu as un gameplay adapté. Exactement, enfin. Et ça, c'est la question qu'on se posait l'année dernière. Voilà, il y a un mois et demi. C'était pas toi, c'est Yuki, et on s'était un peu frité là-dessus. Et ben voilà, au moins, alors c'est toujours pareil, il faut que les développeurs arrivent et proposent leur contenu, mais en tout cas, là, c'est possible. Voilà, toute la chaîne est là maintenant. Je veux dire, c'est plutôt pas mal. Bon, donc on a eu, je termine juste sur le gaming machine. On a eu le Project Shield qu'on en a déjà parlé. Il y a le Razer Edge aussi, ça fait longtemps qu'on en parle. Là, c'est différent puisque ça tourne sous Windows 8. En gros, c'est un ultrabook sur une tablette. Voilà. Parce que c'est du i5 ou du i7. Je crois que c'est du i5. Ouais. C'est du i5 ou du i7. Donc, config ultrabook, c'est du Razer Edge, ça tourne sous Windows 8. C'est une tablette. Tu peux rajouter un contrôle physique, donc 2 manettes qui viennent se clipser sur le côté. Et puis, du coup, tu fais tourner tous les jeux, tout l'écosystème de Microsoft, donc de Windows, qui est quand même plutôt pas mal. Voilà. Donc tu as les jeux, tu émules pas les jeux, tu les as en dur. Arcos a sorti la sienne, avec un succès, voilà. Ouais. Concept. Les autres vont y aller parce que voilà, encore une fois, Nvidia a ouvert la brèche. Ils sentent bien le marché arriver, quoi. Dernière info et j'ai terminé. Là, il y a une étude qui vient de tomber, donc de l'étude de NPD, d'eSpace Search, qui prophétise pour 2013 le changement en termes de vente, c'est-à-dire que la tablette va se vendre plus que le PC portable. Ça, c'est à cause de l'hybridation. Un vieux serpent. Oui, voilà. Après, à cause de l'hybridation. Tout dépend ce qu'on appelle tablette, PC portable. Parce qu'ils mettent dans leur tablette, dans leur comparatif tablette, ils mettent les hybrides. Donc forcément. C'est un vieux débat, ça. Mais oui. Voilà. C'est une guerre de dénomination. Voilà. Tu nous fais ta minute puce sur Ivy Bridge ou pas? Allez. Ça t'a plu hier. Ça fait plaisir. Bon, c'est important quand même. Alors, Intel a fait sa keynote, il n'y avait pas donc que Nvidia et Qualcomm. Également chez eux, renouvellement de gamme. Donc d'abord un Ivy Bridge pour tablette, enfin à destination des machines hybrides justement, donc tablette et voilà, donc avec une consommation moindre, on a 10 watts je crois, donc quelque chose vraiment qui a été optimisé, pensé pour ces machines-là. On a eu l'Atom Lexington. Cette fatigue, il y a les gars. Donc cet Atom, en fait, c'est une déclinaison très low cost, c'est à destination des marchés émergents, chinois et émergents, pour du smartphone, pour de la tablette, pour du netbook d'ailleurs, pourquoi pas. Pour vendre en masse. Et pour vendre en masse, c'est malin, voilà. C'est un marché qui est actuellement en train d'exploser là-bas. Quelque chose qu'on aura peu de chance de voir chez nous, quoi. Ou alors sur des configs, voilà. Non, je pense pas. Bon, non, je plaisante, c'est pas vrai. Et puis voilà, donc en gros, c'était les 2 grosses annonces qu'il fallait retenir chez Intel, en tout cas sur ma partie. D'accord. Sur la partie mobilité. Ok, bon, merci les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous on se retrouve demain encore entre midi et 14h. Demain on parlera de voitures connectées et de smartphones. Ah d'accord. Et puis après, je pense qu'on déroulera la suite du salon Non, on va se coucher vendredi, Alex, pas avant. Voilà, en tout cas, tous les détails, comme d'habitude, on les met en lien en dessous de la vidéo. Et puis tout le reste, les vidéos produits, les annonces sont sur le site. Merci de nous avoir suivis. À demain. À demain. À demain. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.